Bonjour à tous, 14 Mike Delta 30, l'opérateur Pascal, QTH Nîmes. Nous nous retrouvons pour une démonstration sur un Superstar 3009 que j'ai modifié en DDS. Alors le nombre d'exemplaires modifiés en DDS est impressionnant. J'ai pas de gros scoop technique. L'idée c'est juste de montrer une des solutions. Je ne dis pas la solution, mais une des solutions. Et éventuellement de compléter au niveau technique là où c'est utile potentiellement pour ceux qui voudraient faire la même chose. Avant d'entrer dans les détails de chaque fonction, faisons un tour d'horizon avec les grandes lignes de ce projet. Comme dans toute modification DDS, le sélecteur de canal a été remplacé par un encodeur rotatif. L'afficheur 7 segments a été remplacé par un écran OLED 0,93 pouces. Les potentiomètres coarse et fine ont été réutilisés pour faire respectivement le tune et le clarifieur. Le sélecteur de type de modulation n'a pas été modifié. Le sélecteur de bande a été converti en sélecteur de mode. Le potentiomètre SWR Cal n'a pas été modifié. Le potentiomètre de micro-gain n'a pas été modifié, mais le potentiomètre de RF gain a été modifié pour obtenir un filtre coupe-haut. La dernière commande, potentiomètre de volume, interrupteur marche-arrêt et potentiomètre de squelch n'a pas été modifié. Au-dessus, le vumètre a été modifié avec une LED blanche, polarisée à 12 mA avec une résistance donc de 1 kg, tout simplement, sur le 12 volts 7 entrant. Les interrupteurs au-dessus, pour le premier, le SRF, SWR ou CAL, il n'a pas été modifié du tout, ce qui veut dire que la fonction de mesure de TOS de manière manuelle existe encore et est conservée telle qu'elle. L'interrupteur NB-ANL, lui, est utilisé comme interrupteur de Roger Bip, off, on. L'inverseur bande high-low est utilisé pour ajuster le pas d'incrémentation du VFO, soit 5 kHz, soit 50. L'interrupteur CH9, lui, permet de basculer des mémoires 1 à 2. C'est l'équivalent du VFO A et B de mes autres modifications. Voilà pour ce petit tour d'horizon. On va détailler chacun des modes dans quelques instants. Commençons par le mode le plus simple, que j'appelle le tableau de fréquence. Le sélecteur de bande a donc été transformé en sélecteur de mode, et sur la position la plus à gauche, on est dans cette position dans le mode plan de fréquence. On comprend assez vite de quoi il en retourne. Observez à droite l'écran. Un tableau de 1 à 9 fréquences est défini en mémoire. Lorsqu'on sélectionne une fréquence, elle est appliquée sur le VFO, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien trafiquer depuis ce mode-là directement. On émettrait sur mode 750, on recevrait tout simplement sur la même fréquence. C'est quelque chose de très pratique, en particulier lorsqu'on
utilise des fréquences habituelles dans un groupe. C'est quelque chose de moins utile lorsqu'on doit changer facilement la fréquence, mais c'est une possibilité, c'est simpliste, et c'est une sorte de prolongement de la notion de VFO AB que je mets en place généralement. Le VFO AB, les VFO AB, en fait, dans ce cas-là, correspondent aux deux premières mémoires. Le A pour la mémoire 1, le B pour la mémoire 2. Tout se passe comme si on étendait donc la liste jusqu'à, je me répète, 9 fréquences. On garde la souplesse malgré tout de l'inversion du VFO AB qui permettra de basculer, peu importe la mémoire sélectionnée, vers soit la 1, soit la 2 selon la position d'interrupteur. Voilà pour ce mode plan de fréquence. Donc en mode VFO, on a un écran qui est différent. Tout en haut à gauche, on voit le numéro de mémoire sélectionné dans le plan de fréquence. Je vais le changer volontairement. Ensuite, le type de modulation, le pas d'incrémentation en fréquence. En dessous, la bande CB, le canal CB, le décalage CB. Et enfin, l'information que tout le monde attend forcément, la fréquence. Donc initialisée à 26 mégas par défaut, qui est la fréquence min retenue dans le logiciel. Donc en mode VFO, comme chacun s'en doute, on peut modifier la fréquence avec le rotateur. Le pas dépend de la position du bouton bande. On va essayer de se rapprocher des 27,5, donc je vais bien évidemment passer en 50K et faire quelques tours de galette. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Retour à 5 kg. Donc là, il n'y a pas de position qui nous donne une résolution, enfin pas une résolution, mais un pas inférieur à 5 kHz, mais ce n'est pas si indispensable que ça, puisque on a un réglage de tune, et non seulement de clarifier. Donc on peut se régler sur n'importe quelle fréquence. Le mode VFO, il n'y a pas grand chose à en dire. Si, il faut que je détaille l'interaction qu'il y a entre le mode VFO et le mode plan de fréquence. On a vu que là on est en mode VFO sur la fréquence numéro 4, cohérent. Si jamais je bascule l'interrupteur VFO 1, VFO 2, je vais soit prendre le 1, soit le 2, selon la position de l'interrupteur, et dans tous les cas, cette mémoire, ce numéro de mémoire sélectionné va changer. Je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer qu'en fait, tout changement en mode VFO est répercuté sur la fréquence en mémoire. On est maintenant à 27.600. Je repasse sur le mode plan de fréquence, actuellement sur la fréquence numéro 4, 27.600. Donc les modifications qui ont été faites en mode VFO sont répercutées dans le tableau en mémoire. Je vous montre ça parce qu'il faut exactement détailler cette affaire-là. Donc toute modification en VFO est répercutée sur la fréquence en mémoire, mais à l'état actuel, cette information n'est pas enregistrée en EEPROM. Si je veux qu'elle soit enregistrée en EEPROM, il faut passer juste un coup en émission. Là maintenant, je vais l'arrêter et redémarrer. On devrait retrouver 27615 sur la mémoire numéro 4. Donc, je résume. En fait, le plan de fréquence permet de sélectionner une mémoire VFO. On passe en mode VFO, le numéro de la mémoire sélectionnée reste mémorisé, bien sûr.
Toute modification VFO se répercute dans le tableau, mais cette information n'est enregistrée que si on passe en émission. Sinon, l'information est gardée en mémoire vive seulement, elle peut être réutilisée plus tard, mais en mémoire vive seulement, elle serait perdue si on ne passait pas en émission. Au prochain redémarrage, on ne l'aurait pas. Voilà l'interaction entre entre mode VFO et mode plan de fréquence, qui permet de gérer nos 9 fréquences et de les modifier très simplement avec une logique. Dès lors qu'on passe en émission, on mémorise. Point. Le principe, c'est du scan manuel avec le squelch. La finesse, c'est que si on est en mode VFO, on va parcourir au pas de 5 kHz. Ça, ce pas-là est constant. Même si l'interrupteur bande est en position 50 kg, ce sera dans tous les cas une recherche avec un pas d'incrémentation de 5 kHz. Mais si je suis en mode plan, dans ce cas, on va parcourir les fréquences du mode plan. Les fréquences du mode plan avec toutes les valeurs mémorisées précédemment. Donc, pour résumer, le scan adopte un comportement différent selon le mode dans lequel on est. Si on est en VFO, il parcourt toute une bande de fréquences de plus ou moins 440 kHz ou pas de 5 kHz. Si on est en plan de fréquence, il parcourt toutes les fréquences du tableau jusqu'à trouver quelque chose qui est supérieur à son seuil. Le tune, c'est l'ancien potentiomètre Corse qui est transformé en tune. C'est toujours un décalage de fréquence, mais cette fois-ci, ce sera un décalage de fréquence à l'émission et à la réception. L'autre potentiomètre, le fine, est devenu le clarifieur, c'est-à-dire un décalage de fréquence qui n'agit que en réception. Donc le principe, c'est d'avoir un calage zéro, de sorte que lorsque ce potentiomètre-là est dans sa position stable, naturelle, mais qu'on soit exactement à 0, c'est le cas, on est à 27.500.000. Si on se décale un peu à droite, on enlève 80 Hz pour à peu près 3 degrés, 5 degrés de rotation. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui est assez précis, mais également assez puissant, puisque j'ai, je crois, utilisé une excursion de 6 kHz, voilà, à peu près 6 kHz. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce potentiomètre Corse qui a une position stable à midi, lui, il est assez facile de le régler. En revanche, pour le potentiomètre fine, il n'a pas de position stable mécaniquement parlant, et donc il fallait trouver une astuce. L'astuce, c'est ce que j'appelle la zone neutre, tout simplement. On va se débrouiller pour qu'on commence à apporter une valeur différente de 0 pour une rotation significative. On est à peu près à plus 10 degrés, on commence à avoir plus 180 Hz. Voilà. Là, je suis toujours à 0, vous voyez. Cette logique de zone neutre, elle est mise en place sur les deux réglages. Dans le cas du Corse, c'est un peu plus facile de trouver le 0, mais dans le cas du fine, dans tous les cas, on sait que grâce à ça, on arrivera à trouver le 0 encore plus facilement avec cette zone neutre. Voilà pour le tune et le clarifieur. Sur la phase calibration. Petit 1, j'arrête. Petit 2, j'appuie sur le rotateur. Petit 3, on redémarre. Et donc, on passera en mode configuration. L'objectif, c'est de calibrer ensemble la mesure de puissance et donc également le calcul du ROS. Nous avons donc le sélecteur de mode sur la position config.
Actuellement, premier paramètre sélectionné qui est le coefficient de puissance, c'est-à-dire de puissance directe. Si je passe en émission, on affiche les valeurs calculées. On est à 5.8, presque 6 watts. C'est un peu surestimé, correction, puisqu'on est à 5.6 sur le DP202 au-dessus. Si je veux le corriger, je clique pour passer sur la modification de la valeur du paramètre, et puis on va essayer de l'ajuster au mieux. Alors c'est juste pour vous présenter parce qu'à mes yeux c'est largement suffisant. Donc là, allez, 5.8, on va essayer de le réduire un tout petit peu. Ah oui, il faut le réduire progressivement, bien sûr. Allez. « 5.8 ». Voilà. On est calibré pour la mesure de puissance directe. On va passer sur la mesure de puissance réfléchie. Le ROS mètre au-dessus nous indique 1.4. On est à 1.4. Je vais juste dévier un peu pour montrer que l'on peut régler. Allez, valeur 157 actuellement. Mettons-nous à 175. On est un peu au-dessus. Voilà, on est à 1.5 de ROS. Je reviens à la valeur initiale, 157 je crois. On va la retrouver de toute façon. 1.45, 1.41. C'est pas mal ça. Allez, on va le garder. 157. Bon. Description de l'environnement. Nous allons émettre sur une fréquence de 27.545. On s'écoute sur cette même fréquence et dans le même mode sur le web SDR. Et on va donc comparer le signal que l'on va envoyer avec ce qui va être reçu. Puisque le web SDR est bien calé, si j'arrive à émettre à la même fréquence, ça veut dire que je serai bien calé à l'émission. Et sur ce genre de poste, si on est bien calé à l'émission, on l'est aussi à la réception. Allez. 1, 2, 3. Encore augmenter. Encore. On n'est pas loin. Allez, je crois qu'on est bien. Bien, donc on a redéfini les trois paramètres qui sont le coefficient pour la mesure de puissance directe, le coefficient pour la mesure de puissance réfléchie et donc qui va impacter le ROS, et le troisième, le plus important à mes yeux, c'est la calibration du DDS. On revient dans une autre position que config. Ce geste-là permet d'enregistrer les paramètres en EEPROM. Voilà, on arrive à la fin de cette démo. Je pense que je vais vous ajouter des petites informations d'ordre technique pour ceux qui sont intéressés. La première particularité, c'est le point d'injection de la sortie VFO. Donc pour faire court, le DDS 5351 a été utilisé pour produire deux signaux, ce qui est fourni par le VCO en situation normale, qui est égal sur ce châssis à la fréquence de trafic moins la fréquence intermédiaire. Et très souvent,
pour cette sortie-là, on vient se connecter à l'entrée du transistor driver. Donc je vais me décaler lentement sur le schéma. Ici, nous avons la PLL, j'y reviendrai. Ici, le VCO avec sa modulation FM. La sortie du VCO qui attaque ce transistor d'amplification, suivi d'un filtre. Et ici, le point TP3 sur lequel on peut vérifier la fréquence de sortie qui doit être égale à la fréquence de trafic moins la fréquence intermédiaire. Donc très souvent sur ce genre de châssis, on vient se connecter là où c'est marqué en pointillé avec la sortie VFO et sur un SI 5351, le niveau de sortie est généralement suffisant. Je ne sais pas très précisément pourquoi, mais sur ce châssis-là, il a fallu que j'aille un peu plus loin en niveau. Donc même en poussant le niveau max du 5351, je n'arrivais pas à obtenir des porteuses et des signaux cohérents, sans rechercher l'excès, hein, mais vraiment avoir le minimum, et je ne l'avais pas. Donc j'en suis arrivé à utiliser le transistor VCO comme préampli supplémentaire. Pour faire ça, il fallait supprimer bien sûr les deux condensateurs qui provoquent l'oscillation en situation normale, le couplage avec le système de job varicap pour tout ce qui est variation de fréquence et modulation FM, et puis ce condensateur là supplémentaire qui est connecté sur le collecteur du transistor. Voilà. Donc j'ai enlevé ces 4 condensateurs. J'injecte donc mon signal DDS non pas à l'entrée de TR26 mais à l'entrée, enfin sur la base de TR25. Et là, dans ces conditions-là, on obtient quelque chose de cohérent. Je ne l'ai pas représenté, mais il y a bien évidemment un condensateur ici de couplage. On doit être du côté des 2,5 volts environ ici. Donc il faut dans tous les cas découpler par un condensateur de entre 10 et 100 picofarad, ça fait tout à fait l'affaire. Voilà pour le premier point. Le deuxième point se trouve tout d'abord ici. Cette résistance de 56 ohms alimente l'étage préamplificateur dont je viens de parler. Donc là aussi, pour grappiller un petit peu de niveau, j'ai supprimé, j'ai shunté cette résistance, gardé quand même le condensateur. Il filtrera moins bien évidemment, mais on a quand même un peu plus de niveau et c'est ce dont j'avais besoin. Le troisième point intéressant, c'est le signal LD. LD pour Lima Delta, pour Loop Detect. En fait, ce signal est généré par la PLL pour dire à tous les circuits, on est bien calé en fréquence, la boucle est verrouillée, on peut passer en émission ou en réception. Lorsque on neutralise, et à plus forte raison quand on démonte la PLL, comme je l'ai fait, il faut reproduire ce signal. Donc c'est très simple, hein, c'est un petit bout de fil entre la pin 1 qui correspond à plus 8 volts à peu près, et puis la pin 8, tout simplement. Donc là, ce shunt permet de simuler le signal detect. Et cette note 1 que j'ai ajoutée dans mon fichier, la voici. Donc comprenez que s'il n'y a pas de shunt, on n'a pas de réception sur ce châssis-là, et on n'a pas non plus de basculement de RX en TX, au point que la LED, même elle, ne bascule pas. C'est partie des petites astuces qui ont pu constituer un obstacle pour certaines personnes. Un peu au-dessus sur le schéma, je vous présente la quatrième intervention
Alors, c'est quelque chose que je n'aime généralement pas tellement faire, mais puisque j'avais un doute sur le niveau de signal fourni par le VFO, le DDS VFO, j'en suis arrivé à pratiquer cette petite chose là. L'idée c'est de booster un peu le premier étage de réception. Donc TR17, c'est le premier étage en base commune avec une résistance de polarisation de base qui est un peu plus complexe que celle que l'on voit. Donc ici on a un pont diviseur. Le courant de polarisation de base passe par cette résistance là, c'est R66. Et puis si on déroule le circuit, au bout on tombe sur le potentiomètre de gain RF et encore une résistance talon de 1,5 kg. Donc on pourrait se dire oui, est-ce que je vais faire du mal en modifiant ça? En fait, ce transistor là supporterait largement plus de 10 mA sur sa jonction base émetteur. C'est pas une raison pour rechercher les extrêmes, hein, mais voilà, on peut se permettre de shunter cette résistance initialement de 1 kg. Je suis descendu jusqu'à 100 ohms. On obtient un gain en réception sensiblement supérieur. Alors bien évidemment, on est beaucoup plus susceptible de recevoir des parasites, des QRM, des QRN, etc. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix. Ça a permis tout simplement de libérer ce potard de gain RF. Il est totalement neutralisé désormais. Tout est fait comme s'il était à 100% et en permanence, par câblage. Donc là, on a un châssis qui reçoit très bien, qui reçoit presque trop bien, selon ce qu'on entend sur la fréquence. C'est toujours réversible si jamais je veux l'enlever un jour. Voilà, une petite solution pour booster la réception. Pour vous situer sur le schéma, je repars d'un zoom élevé. Ici la PLL, ici le VCO, le point de connexion pour le VFO DDS, le mixeur, l'oscillateur local, et ici se trouve l'oscillateur FI, pour fréquence intermédiaire. Un DDS du style SI5351 possède 3 sorties. Il m'est arrivé de faire des modifications sans forcément remplacer la FI, hein, mais ça impose quand même de vérifier le calage en fréquence de cet étage-là, puisqu'il y a commutation sur différentes valeurs, selon le type de modulation. Le plus simple, c'est de le maîtriser, et pour le maîtriser, on isole le quartz X4, et on injecte derrière ce qui sort du DDS, donc une autre sortie, hein, c'est une autre sortie du DDS. Je tapais sur 30 picofarad en fait sur ce châssis là. Il a fallu que je monte un peu pour avoir un peu plus de signal FI. Voilà. Je crois que je suis pas loin des 100 picofarad. Ce n'est pas matérialisé sur ce schéma, mais on va parler rapidement de la mesure de TOS et de puissance. Donc le principe, on n'a pas besoin de s'embêter à faire des ponts diviseurs ou même de rajouter des potentiomètres, des rhéostats ou des trimmers. Ça peut, sur ce genre de platine là, on peut directement connecter à l'entrée. On se retrouve avec une tension qui ne dépasse pas les 4 volts. Donc c'est compatible avec l'entrée 0,5 volts des entrées analogiques à Arduino Nano. Une solution simple, puisque j'avais une masse à disposition sur l'interrupteur ou à proximité, c'est de poser ce transistor là à la masse avec deux avantages. Petit 1, plus du tout d'oscillation. Petit 2, aucun courant de repos. Donc en faisant ça, on supprime toute oscillation sur ce point là, et donc ici la tonalité du bip ne peut plus être injectée dans le circuit.
Voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, j'ai pris soin de vous donner quelques détails techniques. L'implantation mécanique en elle-même n'apporte pas de gros commentaires. Je n'ai pas eu de perturbation particulière. Le DDS est soudé à plat du côté circuit imprimé. J'espère que cette vidéo vous donnera envie. Un peu de technique, un peu de réflexion, un peu de patience, beaucoup de rationnel, de méthode, et tout radioamateur doit être capable de faire ça. Et il y a certainement beaucoup d'amateurs de radio qui sont capables de le faire aussi. En attendant de devenir radioamateur, bien sûr. 73 à tous et à très bientôt.